Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top des jeux solo à petit prix. Vous avez été plusieurs à me demander que je fasse cette vidéo. D'ailleurs, vous êtes peut-être une seule personne à avoir posté le commentaire plusieurs fois sur plusieurs vidéos. Ça, j'ai pas fait gaffe au pseudo. Mais en tout cas, j'ai eu plusieurs fois cette demande. C'est vrai que quand on fait un top des jeux solo, c'est bien, mais si on met un Dice Run Adventures dedans et que le truc coûte 100, 110 euros, et c'est sûr que c'est pas accessible à tout le monde. Et donc là, je vous propose une sélection de jeux à moins de 30 euros. Alors comme il y en aura 10, si vous achetez les 10, ça vous fait 300 euros, donc ça vous claque un beau billet, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter les 10. Ils sont d'ailleurs pas tous à 30 euros pile. D'ailleurs, comme les prix sont libres en France, même si il y a des prix à peu près cohérents, moi je me suis adapté au prix Ludum parce que finalement c'est là où j'achète la plupart de mes jeux. Mais de toute façon, même en boutique, normalement ils sont en dessous de 30 euros. Il n'y en a qu'un seul où j'ai un petit peu triché, mais on verra bien ça. Forcément, qui dit top, dit on va commencer par le 10e et puis on va monter petit à petit. N'hésitez pas à laisser tout de suite en commentaire votre top 10 ou alors plutôt votre top 5, ça vous prendra moins de temps, de vos 5 jeux préférés à moins de 30 euros. Alors c'est pas grave si vous débordez un petit peu, mais comme ça on verra si on en a quelques-uns qui matchent. Le tout premier jeu, c'est un jeu qui était à une époque dans tous les tops des jeux solo. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que en faisant cette sélection-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient dans les tops des jeux solo d'il y a quelques années. Parce que c'est vrai que au début, les jeux solo, c'était des petits jeux. Des jeux avec quelques cartes, avec quelques dés, des jeux vraiment type solitaire, non pas parce qu'on jouait en solo, mais parce que ça prenait peu de matériel. Et donc c'est vrai que ces jeux-là, qui étaient des très bons jeux, qui sont toujours des très bons jeux, finalement étaient souvent en dessous de 30 euros. C'est que il y a quelques années qu'on a commencé à avoir des jeux un peu plus poussés, avec un peu plus de matériel, un peu plus long, etc. Donc finalement ça sera limite le top des jeux 2019, des jeux solo 2019, c'est quasiment le même top. Bon, j'exagère un petit peu. Dans tous les cas, celui-ci, si vous jouez en solo depuis une paire d'années, vous y avez forcément joué, vous l'avez forcément aimé. Il s'agit de Vendredi de Friedemann Friese, une aventure solo, donc Vendredi comme Robinson Crusoe, puisque c'est bien Robinson Crusoe que l'on va contrôler. On va essayer de survivre sur cette terre qui pour le coup sera plutôt hostile. Et c'est un jeu qui est plutôt rigolo, mais d'une difficulté quand même, j'ai envie de dire, ahurissante. Alors ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, ça doit faire en fait 2 ans que j'ai pas joué à ce jeu, mais il faudrait vraiment que je me relance. Là j'ai ouvert la boîte pour regarder les cartes, c'est vrai que ça donne vraiment envie, mais le jeu est quand même très très dur. En même temps, ça donne un beau casse-tête. Alors très très dur, mais peut-être qu'en ayant une meilleure stratégie, parce que comme c'était mes débuts du jeu solo, je n'avais pas forcément une très très bonne réflexion. Dans Robinson, dans Vendredi, vous avez un petit deck de départ avec quelques cartes d'une valeur 1, comme celle-ci qui vous donne une valeur concentrée, une autre qui est génie, mais sinon toutes les autres cartes sont avec une valeur de 0 ou de -1. C'est un jeu un peu de deck building, vous allez affronter des défis, comme par exemple cette carte-là, il va falloir se rendre à l'épave en radeau. Et donc, vous allez piocher des cartes de votre deck, vous aurez votre main. Sur cette carte-là, il y a un objectif de 1. Donc, il va falloir réussir au moins à jouer des cartes de manière à avoir au moins 1. Sauf que, vous l'avez vu, vous n'avez que des cartes nulles, des cartes 0, des cartes -1. Les cartes -1, c'est quand vous êtes distrait, etc. Donc, il va falloir épurer son deck petit à petit, jouer des cartes, parier un peu sur les cartes de manière à réussir vos défis, parce que si vous ne les réussissez pas, vous prenez des dégâts et au bout d'un moment, vous mourrez de faim, mais aussi parce qu'une fois que vous avez réussi cette carte-là, hop, vous la retournez et vous avez désormais une carte ruse encore à 0, donc c'est pas la meilleure des cartes, mais qui vous donne un objectif immédiat. Et donc petit à petit, vous allez améliorer de plus en plus votre deck parce que vous allez un peu le purifier et puis l'améliorer, et puis vous allez avoir des rencontres de plus en plus dures jusqu'à la 3e saison où il y aura des combats contre des pirates qui est le moment fatidique où vous allez vous casser les dents 9 fois sur 10 si vous arrivez à atteindre à cet endroit. Graphiquement, c'est un petit peu vieillot, mais ça a quand même son charme, c'est un petit style franco-belge, les cartes avec un pourtour blanc, clairement on voit que c'est un jeu qui a maintenant 15-20 ans, mais le plaisir est toujours là, ça marche toujours très bien, c'est un vrai casse-tête avec une belle sensation de danger, de survie, parce que on est dans l'univers Robinson Crusoe. Vendredi de Friedemann Friese, ça vaut sa 10e place. Et ça coûte seulement 18,50 €. Oui, vous avez bien entendu, 18,50 €, c'est pas cher. Et en même temps, vous me direz, c'est bien le sujet de la vidéo, il est pas bête le gars. Le 9e jeu, c'est un jeu qui pour moi, au départ, n'était pas une révélation, et petit à petit est devenu mon jeu préféré de sa gamme. Si je vous dis gamme de jeux uniquement solo, allez, un peu jouable à 2 joueurs d'origine belge, vous pensez à l'univers, et je vais vous parler de Sylvion, qui est le Tower Defense de la gamme. Alors, ces jeux-là, l'univers de l'univers, c'est toujours fait par Shadi Torbey, c'est toujours illustré par
c'est Clémence, comment elle s'appelle son prénom? C'est Élise Plessis, c'est toujours magnifique, c'est vraiment crayonné, c'est vraiment de très jolies images. En plus, le packaging est toujours super cool avec des dépliants, etc. Chaque petite boîte est toujours une super découverte. Vous savez que dans cette gamme, il y a toujours un jeu de base et puis après plein de petits modules qui vont vous permettre d'enrichir, de complexifier, non pas forcément au niveau des règles, mais au niveau de la difficulté, ça rend le jeu de plus en plus dur. Il y a toujours plein de petits modes de jeu. Et celui-ci est clairement un jeu de Tower Defense où on va avoir des flammes qui vont apparaître petit à petit, qui vont se déplacer de la droite vers la gauche et qui vont venir brûler vos arbres. Forcément, si tous vos arbres sont morts, votre forêt a été détruite par le feu, pardon, et vous avez perdu. Et donc sur ce jeu, vous allez mettre des défenses qui vont vous permettre de bloquer temporairement le feu de forêt, de manière à vous laisser le temps de les supprimer. Et donc vous allez devoir choisir un petit peu quelles sont vos lignes où vous allez défendre, un peu comme dans un Plants vs Zombies. Et vous allez améliorer votre deck petit à petit. Vous allez devoir faire des choix parce qu'il y aura des phases de draft où vous allez choisir vos cartes et élaborer vos stratégies. Il y a plusieurs familles de cartes différentes, donc ça ne sera pas des choix toujours obvious, vous allez pouvoir tester des stratégies un peu différentes, et puis surtout c'est du draft, donc vous allez faire un peu en fonction de ce qu'on vous laisse et de ce que vous avez, et ça marche super bien. On a vraiment une vraie sensation de Tower Defense, le jeu est pas si simple que ça prend un peu de place parce qu'il y a pas mal de cartes, et c'est vrai qu'on pourrait se dire à quoi sert le cadre d'arbres tout autour, si ce n'est pour compter les points de vie, et puis pour avoir une grille qui est dessinée sur votre plateau pour savoir exactement où sont les cases et comment avancent les cartes, mais c'est franchement très chouette. Le gameplay est assez instinctif, c'est assez fluide, c'est facile à utiliser, et ça va vous laisser quand même pas mal d'heures de casse-tête, sachant que il y a moyen de complexifier le jeu, je vous l'ai dit, il y a pas mal de petits modules. Et d'ailleurs, souvent dans ces jeux, il y a un mode de base qui est le jeu de base, et après il vous propose d'enrichir. Là, clairement, n'utilisez pas la version gameplay découverte. Je l'ai trouvé déjà beaucoup plus dur que le jeu de base et en plus beaucoup plus limité et pas rigolote. Je commence toujours par les règles de base, par le mode un peu tutoriel, et franchement j'ai fait 2 parties, je perdais de très très loin, je trouvais pas ça rigolo. Clairement, jouer directement avec la phase de draft, certes, peut-être qu'il faudra connaître un peu les cartes pour bien drafter, mais c'est ça qui rend le jeu fun, c'est d'avoir un certain nombre de cartes en main et choisir celles que vous allez garder, celles que vous allez devoir défausser, que vous ne pourrez pas jouer pendant la partie. C'est ça qui rend ce jeu vraiment très sympa, c'est pas juste d'avoir les cartes en main et de les placer à la manière d'un vieux puzzle game, c'est de créer sa stratégie. Donc passer directement au vrai jeu et non pas aux règles de découverte. Et ça, toute la gamme de l'univers, c'est à 20 €, ou 21 € ou 19 €, enfin c'est aux alentours de 20 €. Clairement, celui-ci est mon préféré. Après, vous pouvez aller sur Onirim, mais pour le coup, Onirim est beaucoup plus classique. Là, on a un bon Tower Defense à pas cher avec des belles illustrations. Le prochain jeu, le numéro 8, a mis du temps à se trouver une place dans ma bibliothèque. D'ailleurs, lors de ma première vidéo, parce que j'ai tourné une vidéo sur ce jeu, je lui avais plutôt, ça n'existait pas les Zogma, mais je pense que je lui aurais mis un Zogma de bronze. Je n'ai pas vraiment adhéré tout de suite et j'ai mis du temps à l'apprécier, au point qu'avec Carnet de jeu et quelques autres personnes, notamment Vincent de Vincent et Mister Lou, on lui a donné le Robinson d'Or 2023. Il s'agit des Fiefs de Norbois, un jeu de Will Sou. Alors les Fiefs de Norbois, c'est le seul jeu à ma connaissance qui est un jeu de pli solo. Ça pour le coup c'est pas cher, ça doit coûter je pense une 20aine d'euros, j'ai pas vérifié, les cartes sont plastifiées donc vous pouvez l'emmener partout, notamment en vacances. Attention, les cartes sont un peu lourdes, donc il va falloir vous faire un petit peu les muscles avant, préparer votre body summer pour tenir ces cartes en PVC. Et le principe, c'est que vous avez des clans, des chefs de clans qui sont devant vous, qu'il va falloir essayer de convaincre de rejoindre votre petite troupe de joyeux lurons. Pour ce faire, on va y aller à la bagarre. Alors le thème se veut assez enfantin, avec des petits animaux tout mignons, donc finalement on va pas se bagarrer, on va discuter. Mais toujours est-il qu'on va quand même faire des plis. Vous avez une main de cartes, c'est un jeu de plis, et vous allez devoir jouer des cartes pour essayer de gagner des plis. C'est-à-dire que le chef tout à gauche, il y a écrit 0 plis. Il faut perdre tous les plis de la manche si vous voulez le rallier à votre cause. Le chef tout à droite, il faut gagner tous les plis. Les chefs intermédiaires, il faut gagner de moins en moins de plis ou de plus en plus de plis. Sauf que vous devez déterminer quel chef vous allez essayer de convaincre avant de commencer à jouer à vos cartes. Donc vous devez décider directement en fonction de ce que vous avez dans les mains si vous allez faire 2, 3, 4 ou par exemple 0 pli. Et donc vous jouez, forcément dès que vous jouez une carte, c'est la pioche qui va jouer une carte face cachée et donc vous allez comparer. Forcément, le chef de clan a un atout
Donc en fonction des cartes que vous avez dans les mains et les couleurs des différents chefs de clan, vous avez un peu une idée de si vous allez facilement gagner ou pas. Et la petite subtilité, c'est que vous allez avoir 4 chefs de clan. Ces chefs de clan, ce sont ceux que vous avez ralliés à votre cause ou ceux que vous aviez déjà dès le début de la partie. Et en fait, vous pouvez tout simplement activer une fois par manche et un seul par pli. Attention, je me suis trompé sur ma partie solo sur la chaîne. Eh bien, un de ces chefs qui va vous permettre finalement de changer la couleur de vos cartes, d'annuler un pli, de changer, d'aller repiocher des cartes, qui vont vous permettre finalement d'altérer un peu ce hasard, parce que vous avez cette pioche qui va faire que vous n'avez aucune idée de la carte que la pioche va jouer, et donc des fois ça peut être quand même très frustrant. Donc ce qu'il faut apprendre à utiliser, c'est tous ces chefs de clan, et ne pas utiliser que les chefs de clan de base, là aussi utiliser les chefs de clan avancés qui sont beaucoup plus rigolos, qui permettent finalement beaucoup plus de moduler le hasard, mais qui sont peut-être un poil plus complexes à jouer. Ça marche vraiment très bien, les parties sont rapides, c'est vrai que c'est excitant d'avoir notre carte en main et de faire ces petits paris sur ce qu'on va avoir. Après, un gros défaut du jeu, c'est que même si on a des moyens de moduler un peu le hasard grâce au chef qu'on va avoir recruté, clairement, le nombre de fois où j'ai perdu une partie, parce que pour gagner la partie en mode moyen ou difficile, il faut ne se louper sur aucun des chefs de clan. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous avez loupé le chef de clan où il faut faire 0 pli qui vous rapporte 3 étoiles, et vous êtes sûr que vous avez perdu la partie et vous pouvez directement recommencer. Et donc, le nombre de fois où j'étais bon sur toute la partie et finalement sur la dernière carte qu'on révèle de la pioche, pas de bol. C'était pile la carte qui faisait que finalement, même si j'avais pas la touche, je gagnais ou des trucs comme ça. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a de nombreuses parties qui vont être un petit peu frustrantes parce que le hasard fait que vous perdez alors que vous aviez plutôt bien géré votre main. Ceci dit, les parties sont courtes et c'est vrai que c'est un jeu qui donne des sensations jamais vues pour du solo. Ça marche quand même plutôt bien, mais attention, il faut savoir un petit peu ronger son frein parce que c'est vrai que vous allez perdre des parties. Ça, vous pouvez vous y attendre. Le 6e jeu de la vidéo, c'est ma découverte la plus récente de ce top. Je ne m'attendais pas à ce que ça puisse être agréable en solo, puisqu'il s'agit d'un jeu de flipper, le deuxième de Freedman Freeze, le deuxième jeu de cette vidéo de Freedman Freeze, toujours dans la même gamme, il s'agit de Freaky Frogs from Outer Space. C'est un jeu qui n'est pas sorti en France, c'est de la version anglaise, les règles sont un peu longues à lire, et ne sont pas traduites, mais franchement ça reste très accessible, et je vous invite à aller regarder ma partie solo. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que ça retranscrit, malgré que ce sont des cartes, extrêmement bien la sensation de flipper. Vous avez un petit poster qui vous permet de vous remémorer un petit peu l'aspect du flipper si vous avez quelques doutes, mais très rapidement, au bout de quelques tours, vous allez comprendre la mécanique du flipper, où sont les bumps, où sont les flippers, où sont les multiballes, etc. Et très rapidement, vous allez jouer vos cartes dans vos mains. Et malgré que vous ne faites que poser des cartes et repiocher des cartes, vous avez vraiment l'impression de combo, l'impression de faire tourner la balle autour du flipper et de rebondir stack, 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 en fonction de la manière dont vous allez jouer vos coups et forcément d'un peu de chance parce que c'est un jeu de cartes, vous allez vraiment pouvoir faire des balles qui vont durer 40-50 minutes avec la possibilité de faire un scoring qui multiplie le jeu est infini. Bien sûr qu'il y a des balles qui vont durer 3 minutes, mais bien sûr qu'il y a des balles qui vont durer très longtemps. On a une grosse sensation de flipper, ça marche très bien. Alors le calcul des scores est un peu chiant, mais il y a une petite application, en fait il y a une page internet sur le site de F-Spiel qui vous permet d'avoir une version un peu comme sur un vrai flipper où vous allez pouvoir très facilement rentrer vos scores et c'est eux qui vont faire les différentes multiplications. Donc ça c'est vraiment un gros plus, il faut utiliser l'application pour calculer vos scores, ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Et ce qui est bien, contrairement à Super Skill Pinball dont j'ai parlé récemment sur la chaîne, c'est que Super Skill Pinball, c'est surtout un jeu multijoueur, donc finalement pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui attendent leur tour, vous avez une balle qui va avoir une durée de vie déterminé. Vous savez que vous avez, je crois, 27 coups maximum dans Super Skill Pinball et avec ça, il va falloir vous démerder. Là, vous n'avez quasiment aucun limitant à part le risque que vous ne puissiez pas jouer de cartes et que ça aille directement dans les gouttières ou au milieu. Mais du coup, c'est pas parce que vous faites une première balle toute pourrie que la deuxième balle va pas être excellente et va surpasser finalement toutes les balles que vous auriez pu faire et que malgré que vous avez loupé une balle, vous allez quand même pouvoir faire un high score, ce qui n'est pas le cas de Super Skill Pinball parce que chaque balle étant limitée, si vous foirez une balle, les autres balles auront quand même un maximum de scoring potentiel. Là, c'est infini, ça donne des sensations extrêmement plaisantes. C'est un super jeu solo que je vous recommande très chaudement, malgré qu'il ne soit pas sorti en français. Allez, le 6e, ça sera le seul jeu de flip and write de cette vidéo. D'ailleurs, le seul and write. Ça se voit peut-être pas, mais en fait j'essaie de mettre des styles de jeux différents, de pas toujours faire des styles de jeux identiques, pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Alors forcément, pour chaque catégorie, vous pourrez remettre en question mon choix. Par exemple, ici, pour ce Flip and Write, peut-être que vous en préférez d'autres à moins de 30 €.
mais pour le coup c'est une proposition, c'est une sélection, libre à vous encore une fois de mettre la vôtre en commentaire. Là, vous allez dire que je force parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur la chaîne, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas rejoué. J'ai rejoué il y a 3 semaines et c'est vrai, un mois peut-être maintenant. C'est vrai que j'ai enchaîné les parties tellement ce jeu est bon. Il s'agit de Cartographers dans l'univers de Role Player, édité, localisé par Intrafan Games. C'est un jeu de John Brigger et Jordi Adan, illustré par Lucas Ribeiro. C'est vrai que je le dis pas, si je l'ai dit pour tous les autres en fait, si, je fais bien mon travail. Cartographers, c'est un flip and write, mais qui a cette particularité bien connue, c'est que les scorings vont être changeants en cours de la partie. Au début de la partie, vous tirez 4 scorings, un pour chaque type de terrain, parce que vous allez sur votre carte dessiner des forêts, des lacs, des champs, des villages. Ça va être tiré au hasard en fonction des cartes. À chaque fois, vous allez devoir choisir, soit je dessine ça, soit je dessine ça. Et vous dessinez sur votre petite carte. Bien sûr, il faut remplir la grille, il ne faut pas dépasser la grille, c'est tout à fait commun. Et vous dessinez les formes de vos polyomino. Sauf que donc il y a 4 scorings qui ont été tirés aléatoirement, et à chaque manche, ce ne sont pas les mêmes scorings que vous allez scorer. Première manche, vous allez scorer A et B. Deuxième manche, B et C. Troisième manche, C et D. Et la dernière manche, D et A. Ce qui fait que finalement, dès que vous atteignez la troisième manche, le scoring B, ça ne sert plus à rien d'essayer de le focus parce que vous aurez déjà scoré 2 fois. Au contraire, le scoring A, même si vous l'avez fini en première manche, vous allez le rescorer à la dernière manche. Donc il faut continuer un petit peu de l'agrémenter. Pareil que si vous voulez bien scorer votre scoring C qui sera à la troisième et à la quatrième manche, peut-être qu'il faut l'anticiper un peu pour directement taper fort. Ce qui fait que c'est un jeu avec plein de choix où il va falloir un petit peu réfléchir à dans quel sens on fait les choses de manière à prendre les bonnes décisions. Un jeu avec finalement, si vous achetez que la boîte de base, vous n'avez pas tant de scoring que ça. Donc ce qui va faire la rejouabilité, c'est le tirage de vos cartes et l'association, l'ordre dans lequel vous allez faire les scoring, mais il y a moult extensions si vous voulez enrichir votre jeu, mais en vrai, même comme ça, il est ultra addictif. En solo, ce qui est plutôt bien foutu, c'est que c'est pas uniquement un beat your score. Sur chaque scoring, le jeu va vous mettre en bas à droite, pour les joueurs solo, un nombre de points, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des scorings qui vont être plus simples que d'autres. Et donc, ce nombre de points, c'est le nombre de points attendus pour dire que vous avez plus ou moins bien validé votre scoring. Donc, à la fin de la partie, vous regardez les 4 scorings, peut-être que sur le scoring 1, il y aura écrit 15, puis l'autre 10, puis l'autre 10, puis l'autre 15, ça vous dit du coup qu'il faut que vous dépassiez 50 points, la somme de ces 4 valeurs pour gagner. Si vous dépassez 50 points, bravo, vous avez gagné, et là vous avez votre scoring pour vous donner un petit peu votre titre de cartographeur. Donc c'est sympa parce que ça reste quand même un beat your score, mais avec ce petit côté objectif, vous devez quand même atteindre un certain scoring pour pouvoir considérer que c'est une victoire. En vrai, ça marche très bien. Il y a des gens qui font des œuvres d'art, qui s'amusent vraiment à faire des vraies cartes. Moi, j'en suis pas là. On est à faire des petits bâtons, des petits ronds, etc. Franchement, ça marche super bien. C'est disponible sur BGA d'ailleurs, si jamais vous avez envie de l'essayer. Peut-être que c'est en premium, je ne sais pas, mais c'est disponible. Je vous ai dit que je vous présentais des jeux dans des types différents à chaque fois. Pour le coup, le 5e est franchement inspiré de mon 10e, mais pas tout à fait la même sensation. Si Vendredi c'est un jeu ok de deck building mais avec une sensation de survie, une sensation un peu d'aventure, Go Oblivion reprend la mécanique de Vendredi, mais là on sera vraiment beaucoup plus dans le deck building. Alors en fait c'est autant un deck building que l'autre, mais je trouve que dans celui-ci on a quand même beaucoup plus la sensation de deck building. Ce qui est exactement pareil que dans l'autre, c'est que vous commencez avec une main de cartes avec des pecnos, des villageois, des gens un peu pourris, des voyous, etc. Donc avec des valeurs de 0, -1 et quelques-unes de valeur 1. Sauf que, pour le coup, celui-ci, c'est un Tower Defense. Vous allez avoir les différents monstres qui vont venir attaquer votre forteresse petit à petit. Ils vont être de plus en plus forts jusqu'à atteindre le boss final. Forcément, pour les battre, il faut que votre main de cartes que vous allez jouer ait une certaine valeur de puissance. Si vous n'avez pas la puissance, vous allez prendre des dégâts et votre petite princesse va se faire capturer et ne vivra pas les meilleurs instants de sa vie. Du coup, chaque tour, finalement, vous allez supprimer des cartes de votre main pour en racheter d'autres. Vous allez petit à petit, non pas tuer les gens de votre village, mais les entraîner pour qu'ils deviennent de plus en plus costauds. Vous avez plusieurs types de cartes, donc c'est vous qui allez choisir. Vous avez un marché fixe, donc c'est vous qui allez choisir vers quelle branche vous allez vous orienter et petit à petit améliorer votre deck tout en le réduisant très fortement. Ça marche vraiment bien. Pareil, une sensation de pression parce qu'il y a ces ennemis qui vont venir tour après tour nous attaquer avec une part de hasard. Donc des fois vous allez prendre cher sans rien comprendre ou des fois ça va très bien se passer. Le défaut de ce jeu, je trouve, malgré que cette version définitive rajoute un mode campagne qui est plutôt bien foutu, c'est que je le trouve quand même un peu simple du fait de ce marché fixe. Marché fixe fait que, comme on va jouer tout le temps avec toutes les cartes,
Il y a des cartes qui sont meilleures que d'autres, il y a des chemins qui sont plus obvious que d'autres. Non, clairement, moi je joue avec la variante qui est proposée dans la boîte, qui est une variante avec une rivière. Vous aurez 6 pioches de cartes, et avec dans ces 6 pioches, des cartes qui seront mélangées. Et donc à chaque fois que vous retirez la première carte d'une pioche parce que vous la recrutez, vous en avez un autre. Ce qui fait que toutes les cartes sont mélangées, donc là la stratégie va être un peu plus adaptative, tout sera pas pareil à chaque partie et ça sera un peu plus corsé. Moi je préfère le jouer en mode rivière, d'ailleurs je préfère les deck building en mode rivière qu'en mode marché fixe. Ceci dit, ça marche très bien, et autant j'ai pas dit les prix pour Freaky Frogs qui est à 20 € et Cartographers qui doit être aussi à 20 €, Goblivion c'est à peine plus cher, c'est à 27 €. Alors vous allez peut-être me dire que Goblivion est meilleur, même si je crois qu'il est meilleur à 2, ou que Dinoblivion est meilleur, sauf que je n'y ai pas joué, donc pour moi, ça sera Goblivion, mon 5e jeu, et dans les deck building pas cher, je pense qu'il a sa place très fortement dans une bibliothèque solo. Celui qui a trébuché au pied du podium, il s'agit de Mini Rogue, un jeu édité par Nuts, un jeu de Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron. Paolo Di Stefano, d'accord, parce que j'ai tourné une vidéo il n'y a pas longtemps, et cet auteur-là, ça me disait quelque chose, mais j'arrivais plus à mettre le doigt dessus. Mais du coup, en fait, c'est le même auteur que Evenfall, qui arrive du coup très bientôt sur la chaîne. Mini Rogue, c'est vraiment un mini roguelike. C'est un jeu qui on va affronter un donjon seul ou à 2 joueurs, mais jouer ça plutôt tout seul. On a des cartes qui sont face cachée, et votre petit pion en bois, vous allez le déplacer d'une case à chaque fois, vers la droite ou vers le bas. Vous révélez l'événement, et ce qui est cool, c'est que ces événements-là, même si la carte est fixe, vous allez, la plupart du temps, lancer 2 dés, un dé blanc et un dé noir, et en fonction de ces 2 dés, ça va vous donner un événement différent, en fonction de la valeur du dé ou en fonction de la couleur du dé. Ça va vous dire, vous affrontez tel monstre, ou vous récupérez tel coffre, ou au marchand, vous pouvez acheter tel truc. Donc même s'il y a une seule carte, cette carte-là, en fait, équivaut à peu près à 6, voire des fois plus de cartes différentes. Donc c'est un jeu assez minimaliste avec peu de cartes, mais finalement il va se passer plein de choses. Et donc vous descendez petit à petit, souvent vous allez rencontrer des ennemis. Ces ennemis-là, c'est un jeu à base de lancer de dés, et des fois il va falloir parier, c'est-à-dire que vous avez le droit de relancer des dés, mais en contrepartie, vous perdez de l'expérience, donc c'est un choix, sauf que quand vous gagnez de l'expérience, finalement cette expérience vous permet d'améliorer, d'avoir plus de dés, d'avoir plus de résistance, etc. Donc une prise de risque, du lancer de dés, pas mal d'événements aléatoires, des fois positifs, parfois négatifs. Le but étant d'atteindre les 3 niveaux, les 3 souterrains, ou ça dépend quel type, si vous êtes dans les catacombes ou dans le château, pour arriver jusqu'au boss final et le battre. Moi, c'est un jeu que je trouve plutôt dur. Alors apparemment, une fois qu'on a la stratégie, ça marche plutôt bien et on arrive facilement à gagner. Alors, moi, je sais que je suis plutôt mauvais dans les jeux de société, donc j'en suis jamais arrivé à ce statut-là. Mais pour le coup, c'est un jeu qui prend pas beaucoup de place, qui propose pas mal de fun. Il y a 4 personnages différents, ce qui vous propose 4 gameplays différents, parce qu'on a les archétypes un peu classiques, le ranger, le guerrier, le clerc, etc. Ça va être franchement sympa. Il y a plein de petites extensions qui rajoutent un peu plus de cartes, donc un peu plus d'événements aléatoires. Et il y a une campagne. Pour le coup, je n'ai jamais fait la campagne, mais ça rajoute un peu de scénario. Je crois qu'il y a un peu de choix type livre dont vous êtes le héros, qui vont vous donner à différents scénarios. J'ai jamais pris le temps de la faire, mais pour le coup, il faudra peut-être que je la fasse, parce que je crois qu'elle a plutôt bonne réputation. Mini Rogue, c'est un petit jeu, pareil aux alentours de 20 €. Si vous aimez les jeux de dés et que vous aimez cette sensation de roguelike, franchement, ne passez pas à côté de Mini Rogue, qui d'ailleurs est présent aussi sur BGA. Mais j'ai joué sur BGA et je sais pas, j'ai pas ressenti le même feeling que quand je lance mes petites brouettes de dés là, et que c'est vachement rigolo. Le troisième de la vidéo, il était dans mon top des jeux solo ever. Et oui, il est que 3e, alors que c'est le seul qui est dans le top ever, sauf que fallait bien faire des choix, et que pour un type de jeu, pareil, dans mon top des jeux solo, j'avais essayé de proposer qu'un seul jeu par catégorie. Et il s'avère que pour certaines catégories, des jeux à 60 € étaient meilleurs que des jeux à 30 €, donc c'est le seul qui s'est retrouvé. Je l'aime beaucoup. Il a ses détracteurs, parce que certains le trouvent très dur, ce qui n'est pas faux. Il s'agit de l'Expédition perdue. L'Expédition perdue, c'est un super jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs, mais clairement, n'y jouez pas à 5, jouez ça tout seul, à la rigueur, à 2, mais c'est vraiment un jeu solo, mais qui ne s'assumait pas. Un jeu avec un univers, franchement franco-belge, avec un illustrateur, alors c'est un jeu de Pierre Silverster, et l'illustrateur c'est Garen Ewing, qui fait des BD. Clairement au début, moi je trouvais ça trop vieillot, je trouvais ça trop daté, mais au plus j'y joue, au plus j'aime ce style, un peu Indiana Jones, un peu BD, un peu Tintin, je trouve que c'est franchement très sympa, et la mécanique est géniale. Le but c'est d'explorer la jungle jusqu'à arriver à l'Eldorado. Sauf que il va vous arriver toutes les crasses du monde, forcément, la jungle c'est pas l'endroit le plus sympa du monde. Et vous avez des cartes en main.
ces cartes en main, il va y avoir 3 cartouches dessus. Enfin pas forcément, mais au moins 3, mais en tout cas 3 types de cartouches différentes, de couleurs différentes. Les jaunes sont des événements obligatoires. Si vous jouez la carte, pas le choix. Les bleus, eh ben, c'est une option. Faites comme vous voulez. Et les rouges, bah, vous avez le choix entre plusieurs options et vous choisissez l'option. Et donc globalement, vous vous rendez bien compte que avec ces cartes-là, vous allez devoir finalement prendre des risques, perdre des dégâts ou transformer des ressources ou gagner des ressources pour pouvoir les défausser après. Sauf qu'il ne s'agit pas tout de jouer des cartes, il s'agit de les jouer dans un certain sens. Vous avez 2 phases dans chaque manche. La première phase, c'est que vous allez jouer les cartes par ordre chronologique, enfin par ordre du chiffre. D'abord, de la pioche, vous piochez 2 cartes et vous allez choisir une carte que vous allez placer. Donc forcément, le 1 va avant le 10, qui va avant le 20. Ensuite, c'est la pioche qui rejoue une nouvelle carte. Et donc, vous placez ensuite votre troisième. Une fois qu'il y a 6 cartes, et ben vous faites tout de la gauche vers la droite. Et donc, il va falloir essayer de bien organiser pour que les petites ressources, bam, sont bien défaussées, sont utilisées, que vous ne vous retrouvez pas un moment à perdre les points de vie de tous vos explorateurs, parce que sinon, la jungle vous a bouffé, vous êtes mort. Et ensuite, on a la phase de coucher. Cette fois-ci, on n'est plus sur du chronologique, on va jouer des cartes, mais cette fois-ci, à chaque fois qu'on va jouer une carte, on doit la mettre tout à gauche ou tout à droite de la rangée. Cette fois-ci, on est gentil, c'est vous qui jouez la première carte, et ensuite c'est la pioche, et c'est vous qui choisissez si vous la mettez à gauche ou à droite, et vous enchaînez chacun une carte jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 6. Et donc voilà, il faut faire ces 2 manches-là, et en fonction de ces cartes-là, eh ben, ça va vous faire avancer globalement plus ou moins jusqu'à l'Eldorado, ou plus ou moins que vous allez mourir. C'est ultra thématique parce que le dessin des cartes colle vachement bien avec les ressources qui sont utilisées ou qui seront gagnées. Forcément, s'il y a une image avec des champignons vénéneux, vous savez que vous allez perdre de la vie, sauf si vous pouvez défausser un certain nombre de plantes qui vont vous permettre de vous guérir. On a vraiment cette sensation d'être dans la jungle. Oui, c'est dur, mais en vrai, il y a moyen de s'en sortir. Il y a des extensions. Les extensions, en fait, c'est une extension qui rajoute 4 mini-extensions. La plupart de ces extensions rapportent du contenu, mais rajoutent de la difficulté. Et on a une extension qui rapporte finalement des personnages supplémentaires qui permettent finalement de tempérer. On a un personnage de plus avec un pouvoir supplémentaire et en plus qui est un sac à PV globalement. Donc, vous prenez plus de dégâts, mais vous avez plus de PV. Donc je trouve que jouer avec toutes les extensions, ça rend un jeu avec plus de variété, mais finalement tout aussi équilibré. Et clairement, même s'il faut des fois un petit peu de chance, ça reste gagnable. Ce n'est pas du tout un jeu qui est impossible. Il faut juste bien se creuser les méninges pour bien choisir nos cartes. Et ça, encore une fois, c'est 20 €. Donc je vous ai fait des jeux, une vidéo en dessous de 30 €, mais la plupart sont même en dessous de 25 €. Sauf celui qui vient. Si vous l'achetez sur l'Audium, classiquement, il est à 32 €. 32,90, je ne sais plus, mais si vous avez le pass instant promotion / affiliation, il passe à 28 €. Alors non, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup ce jeu et que je me suis dit à 2 € près, ça me faisait chier de ne pas le mettre dans le top. Donc voilà, si vous avez le pass, il est à 28 €, sinon il sera à 32 €. Donc ok, il dépasse un peu les 30 €, mais franchement, il est top. C'est un peu la révélation de fin 2023. Il n'a pas eu la store initiée, mais il aurait pu. Il s'agit de Château Blanc. Un jeu de Yellow, un jeu du petit trio Shay S et Yggdrasil, où on les connaît pour la Cathédrale Rouge et pour Shinkansei Zero Kei. Ce jeu est vraiment topissime. Alors déjà, on est dans un petit jardin japonais. Alors en fait, on n'est pas que dans le jardin, on est dans le Château Blanc en fait. Et c'est un jeu ultra malin, parce qu'il va être ultra court, vous aurez que très peu d'actions. Vous aurez des dés qui seront lancés en début de partie, des dés de plusieurs couleurs qui seront placés avec leur valeur sur des petits ponts. Vous ne pouvez jamais prendre la valeur centrale qui est sur le pont, vous pouvez prendre que la valeur tout à gauche ou la valeur plus à droite. Vous avez 3 dés, un dé au milieu et un dé de chaque. Donc soit vous prenez le plus gros dé, soit le plus petit dé, mais vous ne pouvez pas prendre le dé central. Ce dé central n'apparaît que quand l'autre dé, quand il y a une place de libre. Et ce dé-là, donc, a une valeur et une couleur, et donc vous allez choisir, soit vous jouez sur votre zone personnelle, soit dans les jardins, soit au niveau de la phase d'entraînement, soit au niveau des courtisans du château. Vous aurez que très peu d'actions, très peu de choix, très peu de sélection de dés, quelques manches pour jouer, mais il va falloir faire en sorte de jouer les combos à fond. Au début, vous allez mettre en place votre zone, donc au départ, vous n'aurez que très peu de combos, mais au bout d'un moment, c'est très fréquent que vous vous placez dans les jardins, donc ça vous débloque un entraînement, qui vous débloque quelqu'un au niveau des courtisans, qui vous permettent d'améliorer votre plateau. En tout cas, c'est le petit casse-tête qu'il faut pour essayer de se dire, là j'ai une action, je ne vais pas en avoir 15, et donc il faut que je choisisse avec perfection où est-ce que je dois le mettre pour réussir à battre l'adversaire qui va scorer quand même pas mal. Donc il ne va pas falloir se traîner, il va falloir bien choisir nos actions et c'est franchement sympa cette mécanique de combo.
Il y aura une extension apparemment en fin d'année. Je ne sais pas ce que ça apportera quand même, mais même sans extension, ça marche très bien. Alors c'est pas un jeu où vous allez enchaîner 15 parties de suite, parce que c'est vrai que finalement, même s'il y a des scorings, des bonus qui sont répartis aléatoirement, c'est vrai que globalement, la stratégie sera toujours un peu la même, ça va être d'avoir un dé et de le placer à l'endroit qui vous fait le plus de coups, d'être le plus rentable possible. Donc c'est vrai que les parties ont tendance à un peu se ressembler, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est tellement jouissif de réussir à prendre son dé et d'enchaîner 2, voire 3, voire 4 actions que ça vaut franchement le coup d'y jouer, surtout que c'est vraiment pas cher. Jeu catégorie expert parce que il faut réfléchir pour bien jouer, mais très accessible. Franchement, je vous conseille très fortement le Château Blanc. Si vous n'avez pas vu, allez voir ma vidéo de l'année dernière. Allez, comme dirait Wallplay, c'est probablement la meilleure vidéo de ma chaîne. Bon, sauf que lui, il le dit pour chacune de ses vidéos. Mais franchement, Château Blanc, c'est un must-have, foncez. Et le top 1. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié qu'il était à moins de 30 €. Ça se trouve, il les dépasse. Non, ça va, il a 29 €, on l'a échappé belle. Il était dans mon top des jeux solo précédente version. Il n'était pas dans celui de cette année parce que j'en ai souvent parlé dans mes vidéos et donc il fallait faire un petit peu de place pour un petit peu de nouveauté, mais ça reste un classique absolu, même si c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Il faut se le dire. Il s'agit de Warp's Edge. Si vous jouez en solo, impossible que vous n'en ayez pas entendu parler. Un jeu de Scott Helms qui sort pléthore de jeux, souvent des jeux solo, souvent de qualité très variable, mais clairement Warp's Edge, c'est son chef-d'œuvre, c'est probablement son meilleur jeu. C'est le jeu qui a propulsé la gamme série héros solo, bien plus que le défi de l'arène, bien plus que le je trouve plutôt décevant Wreckland, c'est comme ça qu'il s'appelle là, La mort aux trousses, aucun rapport, enfin probablement que c'est le nom anglais. Ça, c'est vraiment très sympa. C'est du backbuilding. Vous allez affronter des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et donc, vous allez choisir votre vaisseau. Vous allez vous propulser. Vous avez un petit sachet de base avec des énergies, avec des tirs et avec des petits pouvoirs spéciaux. À chaque manche, vous allez choisir un artefact, un pouvoir différent que vous allez pouvoir utiliser une fois par manche. Et le but, ça va être, forcément, à la manière d'un deck building, vous avez des cartes, des ressources qui vont vous permettre d'avoir de l'argent pour acheter des nouvelles ressources, et vous allez avoir des cartes pour tuer. Ce n'est pas un deck building, mais ce sont avec des jetons, donc plaisir d'aller chercher les jetons dans le sac, surtout si vous achetez, mais là vous dépassez les 30 €, le petit packaging pour avoir non plus des jetons en carton, mais vraiment des jetons en plastique, et là franchement vous êtes au nirvana à aller mettre votre main dans votre petite bourse et d'aller trifouiller tout ça, franchement, picobello. Et ce qui est rigolo, c'est que le but c'est pour pouvoir affronter le vaisseau mère, il faut tuer tous les ennemis qui apparaissent. Alors le jeu est plutôt clément, les premiers ennemis sont simples, les ennemis qui sont en dessous sont intermédiaires et les ennemis du fond sont compliqués. Et donc avant la fin de la manche, il va falloir réussir, tac, c'est-à-dire quand vous n'avez plus rien dans votre sac, de tuer le plus de personnes possible pour arriver enfin au vaisseau. Et ce n'est que quand vous arrivez au vaisseau que vous allez pouvoir le tuer. Le vaisseau a plusieurs morceaux. Pour pouvoir le laisser vraiment briser, il faut réussir à tuer un morceau entièrement. Quelques dégâts, si vous arrivez à la fin de la manche, ça ne suffit pas. Vous déclenchez un warp, un petit trou dans l'espace-temps et vous revenez au début. Donc si vous n'avez pas détruit des morceaux du vaisseau, le vaisseau va totalement se rétablir. Et tous les monstres que vous allez affronter, ils seront mélangés et remis au-dessus du deck. Donc si vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin du deck, vous allez retrouver vos ennemis peut-être un peu plus compliqués dès le début et des ennemis plus simples vers la fin. Forcément, le but étant d'améliorer son sac. Donc si à la première manche, peu probable que vous arriviez jusqu'au vaisseau mère, petit à petit, votre sac étant de plus en plus fort, vous allez de plus en plus facilement détruire toute la rangée pour arriver au vaisseau. Il y a plein de vaisseaux différents, de difficultés variables, avec des pouvoirs spéciaux. Vous avez plein de vaisseaux qui ont des caractéristiques en vitesse, en puissance, en esquive, patati patata, qui seront plus ou moins forts. Vous avez plein de cartes artefacts, il y a des extensions. Il y a 2 extensions, dont une qui permet de twister chaque vaisseau qu'on avait déjà dans l'extension, dans les jeux de base et dans les extensions précédentes. Franchement, un jeu magnifique de backbuilding, avec peut-être certains stéréotypages, comme beaucoup au niveau des decks et backbuilding, on a tendance à avoir une stratégie et d'y aller un peu plus facilement, mais il va falloir connaître un peu les différents vaisseaux et les vaisseaux mères, je veux dire, et leur stratégie pour s'adapter. Et donc, peu probable que vous gagniez à la première partie pour chaque vaisseau. Un jeu vraiment sensationnel avec pas mal de challenges tout de même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez eu le temps de mettre en commentaire votre top 5 des jeux à moins de 30 €. J'espère que la vidéo vous a plu, je ne sais pas encore si je n'ai mis que des simples photos ou si je me suis amusé à filmer.
On verra bien ce que ça a donné. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Il y a des petits liens, enfin il y a des liens affiliés vers les sites si jamais après sur ces sites vous voulez cliquer sur les noms des jeux pour vous les procurer. Moi je gagnerai un petit pourcentage. Ça me permettra d'acheter une nouvelle caméra parce que celle que je mets en haut quand je fais des deux trucs, c'est mon téléphone et la qualité n'est pas folle. Donc j'aimerais bien acheter une deuxième vraie caméra comme celle-ci pour vraiment vous pouvoir montrer les jeux pendant qu'on voit ma tête en plus belle qualité. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.